timing, mais avant de parler des conséquences, je vais me permettre simplement trois, quatre remarques, trois, quatre observations sur la réforme et son esprit. D'abord, moi, je voudrais dire que toucher aux retraites, ce n'est pas anodin, c'est jamais anodin. Ce n'est pas anodin parce que ça révèle toujours le rapport d'une société au travail, à l'emploi, au temps d'activité, au temps libre, au droit au repos. Et donc, ça traduit le modèle de société qu'on promeut, que l'on défend et qu'on veut mettre en place. Et c'est d'autant moins anodin de toucher aux retraites aujourd'hui, enfin en janvier 2023, puisque Macron a annoncé que ce serait pour janvier 2023. C'est d'autant moins anodin de toucher à ce système de retraite aujourd'hui, alors que on connaît une situation particulièrement difficile en termes d'augmentation de prix, augmentation des prix de l'énergie, etc., etc., alors qu'on vient de durcir les droits des demandeurs et des demandeuses d'emploi. Et là encore, ça révèle également un modèle de société, le modèle en tout cas que promeut Emmanuel Macron. Moi, je voudrais, et ce sera ma deuxième observation, avant de parler des conséquences, déconstruire un peu les idées reçues qui sont celles qui sont avancées par Emmanuel Macron et les libéraux pour justifier cette réforme. Je ne reviens pas sur l'aspect financier puisqu'il a été évoqué. Je rappelle quand même que Nicolas Sarkozy, en 2010, lorsqu'il fait sa réforme, l'a fait pour les mêmes raisons que celles qui sont avancées aujourd'hui. Il nous dit que l'équilibre du système est menacé et il nous dit que sa réforme réglera le problème pour les 30 années à venir. 10 ans après, on veut nous imposer une autre réforme pour les mêmes raisons. Je passe là-dessus et je m'attarde 2 minutes, si vous le permettez, sur un point qui me semble important. C'est la litanie que tu as évoquée d'ailleurs, Jean-Claude, selon laquelle on vit plus longtemps, pardon, donc on devrait travailler plus longtemps. Moi, je crois que c'est important de s'attarder là-dessus parce que c'est l'argument phare de la Macronie et du MEDEF d'ailleurs également. Or, cet argument qui est énoncé comme une réalité et comme quelque chose de tout à fait logique, en réalité, ne l'est pas. C'est un parti pris idéologique d'affirmer cela. Cet argument selon lequel on vit plus longtemps, donc on devrait travailler plus longtemps, il est présenté comme normal, mais il ne l'est pas du tout. Ça n'est qu'un parti pris idéologique, et j'insiste là-dessus, parce que l'augmentation de l'espérance de vie, elle ne doit pas forcément, ou elle n'a pas automatiquement vocation à entraîner une augmentation de la durée de travail et du temps travaillé tout au long de la vie. On peut très bien prendre le parti inverse, c'est ce qu'on fait d'ailleurs en général à gauche, et considérer que l'augmentation de l'espérance de vie, elle peut aller de pair avec une augmentation de la durée de liberté, du temps de repos, du temps de loisir auquel on peut prétendre après avoir travaillé toute sa vie, et qu'elle peut aller de pair également avec un partage du travail, parce que avoir également des retraités, ça permet d'avoir moins d'actifs et de partager aussi le travail entre les actifs restants. Donc cette histoire me semble importante, d'autant plus que cet indicateur de l'espérance de vie, il doit, à mon sens, être relativisé dans la mesure où d'abord l'augmentation de l'espérance de vie, vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas sans fin, hein, malheureusement, mais qu'en plus cette augmentation, elle s'est tassée depuis 2010 notamment. En 2010, quand Nicolas Sarkozy fait sa réforme, l'espérance de vie, elle est de 84,7 ans pour les femmes et 78 ans à peu près pour les hommes. En 2021, donc l'année dernière, on est sur environ 85,4 ans pour les femmes et 79,3 ans pour les hommes. Pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus? Eh bien parce que vous voyez qu'on a pris en 10-11 ans à peu près 1 an d'augmentation de l'espérance de vie, mais que on nous propose du coup, on nous impose surtout, en conséquence, une augmentation de l'âge légal de départ à la retraite de 3 ans. On prend 1 an d'espérance de vie, on nous impose 3 ans de boulot supplémentaire. Tout cela, évidemment, est totalement incohérent et c'est la raison pour laquelle, là encore, cette litanie doit être absolument relativisée, ce d'autant plus, encore une fois, que cet indicateur de l'espérance de vie, il occulte l'espérance de vie en bonne santé, qui me semble être l'indicateur le plus important, puisque cette espérance de vie en bonne santé, elle tourne autour de 64 ans et demi, hein, à peu près pour les hommes, et un peu plus de 65 ans pour les femmes.
On voit bien que cet indicateur est extrêmement important, surtout au vu de la réforme actuelle. Ce d'autant plus que nous avons évidemment encore aujourd'hui de très fortes inégalités face à la mort. On n'est pas égal face à ça. On va tous mourir, mais on ne mourra pas tous au même âge. On a de très fortes inégalités sociales face à la mort et aujourd'hui encore, selon la classe, selon la catégorie socio-professionnelle à laquelle on appartient, on ne meurt pas au même âge en moyenne en tout cas, puisque vous le savez, ce sont des chiffres qui sont sortis depuis quelque temps déjà. Un homme cadre vit par exemple 6 ans de plus en moyenne qu'un ouvrier, et que chez les plus aisés, c'est encore pire, puisque les hommes les plus aisés vivent en moyenne 13 ans de plus que les hommes les plus pauvres. Donc tout ça, évidemment, est important, et vous avez là un certain nombre d'arguments qui peuvent être brandis face à cette espèce de litanie, de phrases toutes faites, présentées comme logiques alors qu'elles ne l'est pas, selon laquelle on vit plus longtemps, donc on devrait travailler plus longtemps. J'en viens maintenant, puisque je vois que le temps passe, aux conséquences de la réforme. Les conséquences de la réforme, bon, bah d'abord, on va travailler davantage, et les études qui ont été réalisées, notamment par le corps, montrent que on bénéficiera en moyenne d'un peu moins de temps de retraite. On aura à peu près 1 an et demi au moins de retraite en moins. Les conséquences de la réforme, elles sont particulièrement violentes en réalité quand on regarde bien les choses. Pourquoi? Parce que cette réforme, premièrement, elle condamne des dizaines de milliers de Français à mourir avant d'avoir droit à une retraite. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Le terme, il peut paraître violent, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, parce que vous avez des indicateurs que tout le monde connaît ici, des indicateurs notamment de l'INSEE, qui nous montrent qu'à 62 ans, vous avez déjà un quart des 5% des hommes les plus pauvres qui sont déjà morts. C'est 13% pour les femmes, 25% pour les hommes les plus pauvres. Eh bien, à 65 ans, évidemment, c'est encore pire. À 65 ans, c'est environ un tiers des hommes les plus pauvres qui seront déjà morts. Et donc, c'est pour ça que je pèse mes mots quand je dis que cette réforme, elle condamne des dizaines de milliers de Français à mourir avant d'avoir le droit à une retraite. Et évidemment, ces Français, ce sont les plus pauvres, ce sont les plus précaires. Cette réforme, et c'est le deuxième point, elle condamne également des centaines de milliers de Français à ne pas avoir de retraite en bonne santé. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie en bonne santé, je le disais tout à l'heure, elle est d'un peu plus de 65 ans pour les femmes et de 64 ans et demi pour les hommes. Vous voyez bien que si l'âge légal de départ à la retraite passe à 65 ans, on va partir, en moyenne en tout cas, à un âge auquel on ne sera plus totalement en bonne santé, à un âge auquel on rencontrera déjà des difficultés de santé plus ou moins importantes, plus ou moins graves, et en tout cas des contraintes plus ou moins invalidantes, qui évidemment ne nous permettront pas de bénéficier ou de profiter de la retraite comme on aurait pu le faire avant. Et là encore, ça en dit long, à mes yeux, du modèle de société qu'on veut nous imposer. Troisième point sur les conséquences de cette réforme, pour s'attarder notamment sur la situation des salariés dits seniors, des salariés qui auront plus de 55, plus de 60 ans. Parce que repousser l'âge légal de départ à la retraite, c'est dans les faits généraliser ou institutionnaliser le sas de précarité qui existe déjà entre l'emploi et la retraite pour les salariés seniors. Pourquoi? Eh bien parce que on sait très bien que le taux d'emploi des seniors est plus faible que pour le reste de la population active. On sait très bien que des seniors qui perdent leur emploi, moi je le vois au quotidien en tant qu'avocat, ce sont des seniors qui souvent connaissent le chômage de longue durée. Pôle emploi nous indique d'ailleurs dans une étude qui date de début 2022, je crois, que ces seniors restent 2 fois plus longtemps au chômage que le reste de la population active. Et donc on sait très bien que très souvent, les salariés seniors qui perdent leur emploi ne le retrouveront pas. Aujourd'hui, on a des salariés qui ont 60, 61 ans, qui parfois sont restés 1 an, 2 ans sans emploi. En repoussant de 3 ans l'âge légal de départ à la retraite,
on repousse de 3 ans l'âge auquel ils pourront bénéficier d'une pension de retraite et on les laisse pendant 3 ans supplémentaires dans ce sas de précarité, c'est-à-dire dans une situation qui n'est pas une situation d'emploi et qui n'est pas non plus une situation de retraite, dans cette espèce d'entre-deux dans lequel ils vont, pour certains, être cantonnés à l'allocation de chômage, pour d'autres à l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité, une fois qu'on a épuisé ses droits, pour d'autres encore aux pensions d'invalidité, pour d'autres au RSA. Et d'ailleurs, à la suite de la réforme de Nicolas Sarkozy, le RSA, enfin, le montant octroyé par l'État pour payer le RSA a dû augmenter pour indemniser un certain nombre de seniors qui n'ont retrouvé plus d'emploi. Donc, il y a évidemment des conséquences qui sont extrêmement importantes pour les salariés seniors, puisqu'on les condamne à ce sas de précarité pour 2 voire 3 années supplémentaires. Et ce seront parmi les premières victimes, finalement, en réalité, de cette réforme. Quatrième point, je sais que le temps tourne, je suis désolé, je vais devoir conclure. Alors, je conclue dans ce cas sur la situation des femmes, puisque cette réforme ne se préoccupe absolument pas de cette situation et absolument pas des inégalités subies par les femmes. On sait toutes et tous que, en situation d'emploi, les femmes subissent une inégalité salariale vis-à-vis des hommes, à peu près 22% d'écart de salaire. Eh bien, c'est encore pire à la retraite, puisqu'on a à peu près 40% d'écart entre les pensions perçues par les hommes et les pensions perçues par les femmes. Eh bien, cette réforme ne se préoccupe absolument pas de ça, ne va absolument pas changer cette situation et va même sans doute l'aggraver, puisqu'en reculant l'âge légal de départ à la retraite, en reculant peut-être éventuellement, y compris la durée de cotisation, eh bien, on aggrave cette inégalité dans la mesure où ce sont les personnes qui auront eu des interruptions de carrière, des périodes de congé parental, notamment, qui en ou du temps partiel d'ailleurs, qui en subiront les conséquences. J'arrête là parce que je suis désolé, je suis un peu trop long, Jean-Claude, mais je rajouterai peut-être quelques éléments par la suite.